Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et pour ce 1er décembre, c'est Fabrice Desmazeries, CPO à The Fork, qui est avec nous. Salut Fabrice, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, je suis Fabrice Desmazeries, je suis CPO de The Fork, anciennement La Fourchette. Ça fait 20 ans que je fais du produit et bientôt 10 ans dans la communauté produit française, puisqu'elle est née en février 2013. Donc tu vois, ça fait déjà 10 ans. Wow. Et comment est-ce que tu as découvert le monde du produit et qu'est-ce qui t'a poussé à y faire carrière ? Écoute, par hasard, parce que quand j'ai commencé dans le produit, déjà on n'appelait pas ça le produit. Moi j'étais entrepreneur, je savais pas trop me placer, j'étais pas programmeur, j'étais pas marketeur, j'étais pas business, j'étais le mec qui faisait les évolutions et qui pensait les évolutions avec l'équipe. Donc j'avais pas de nom. Donc j'ai eu plein de noms, mais certainement pas product, et particulièrement encore moins en France. Et j'ai compris que je faisais du product en lisant la première version d'Inspired de notre cher Marty Kagan. Et enfin j'ai compris que j'avais un métier, que c'était pas juste un hobby. Et donc j'étais product manager. Donc là aujourd'hui t'es CPO de The Fork. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer la mission et la vision que vous poursuivez ? La mission, alors tout le monde sait que à l'origine on met en rapport ce qu'on appelle des diners, des gens qui veulent aller manger au restaurant et des restaurants. Et notre mission, c'est d'être capable de créer des expériences qui soient amazing. Alors ça veut tout dire et rien dire. Pour toi, ça peut être juste passer du moment avec des amis. Pour d'autres, ça peut être célébrer un anniversaire ou simplement sauver la journée qui s'est très mal passée en trouvant un bon petit resto et éviter un week-end pourri, pluvieux en novembre en Bretagne. Voilà, typiquement. Et de plus en plus, notre mission, c'est d'être capable non seulement de trouver des restaurants, mais aussi de trouver des bons restaurants. C'est-à-dire par rapport à l'occasion que tu as, par rapport à tes préférences et à celles de tes guests, d'être capable de te proposer des restaurants et pas juste une liste, et d'avoir des choses qui, a priori, devraient fonctionner. Donc ça, c'est notre mission numéro 1. Notre mission numéro 2, c'est sur les restaurants, puisque les gens ne connaissent pas forcément pour ça. Mais il faut bien que les réservations aillent quelque part. Et surtout, on a découvert qu'il y avait beaucoup de valeur à apporter aux restaurateurs pour mieux gérer leur restaurant de façon parfois très opérationnelle, la capacité d'avoir un plan, de mettre les réservations au bon endroit, de voir combien de temps les gens restent en train de manger, mais aussi de mieux manager l'activité du restaurant en termes de business. Et tu as en face de toi parfois des restaurateurs qui sont devenus restaurateurs parce qu'ils étaient très doués de leurs mains, mais c'était clairement les maths, ça les embêtait, ou d'autres qui sont des vrais businessmen et qui vont gérer une chaîne. Donc tu as une variété de restaurants en face de toi qui est énorme, et des gens qui ont souvent peu de temps. Donc c'est un vrai défi, notre mission c'est de les aider à trouver le succès, peu importe ce que le succès veut dire pour eux. Ok. Et du coup, comment s'organise le produit chez The Fork ? Alors aujourd'hui on a 3 tribes, on a fait du assez simple, on a une tribe, donc on a deux tribes qui sont persona oriented, une qu'on appelle Diner Experience, l'autre Restaurant Experience, et une troisième qui est ce qu'on appelle Payment Experience, puisque on a fait grossir le paiement avec un système de paiement pour entre restaurateurs et diner qui aujourd'hui effectivement a le même type de proposition de valeur qu'un Sunday, et des gift cards, puisqu'on commercialise des gift cards pour pouvoir profiter des restaurants. Et ça, on commercialise évidemment auprès des CE par exemple, mais aussi de Carrefour, puisque depuis peu, on est présent chez Carrefour avec des gift cards qui sont physiques en France. Et du coup, justement, The Fork Pay, donc qui est la partie paiement, est-ce que donc effectivement tu faisais référence à Sunday, sauf que pour vous c'est gratuit pour le restaurant et pour le client. Ouais. Du coup, ça veut dire que tu as un tiers de tes équipes qui est sur un produit qui est 100% gratuit. Est-ce que c'est dans une volonté de résister à la concurrence ou de se différencier par rapport à d'autres trucs comme OpenTable ou Sublime Experience, et au final, est-ce que il y a une volonté de être la solution tout en un pour le client et pour le restaurant, pour demain, par exemple, aider le restaurateur à gérer ses stocks, ses relations fournisseurs, et d'avoir une seule plateforme où il a tout son restaurant en fait en ligne? Alors il y a toujours le fantasme de la one platform qui reste toujours un fantasme inassouvi. Non, on a 3 teams au total qui bossent uniquement sur le système de paiement. Donc 3 teams, c'est beaucoup et peu en même temps. On a encore beaucoup de découvertes à faire.
Le fait de faire gratuit, c'était aussi pour nous le fait de pouvoir comprendre quels étaient les avantages qu'on pouvait apporter, est-ce qu'on avait une vraie valeur. On a vu que Sunday, qui devait lever beaucoup d'argent, n'a pas pu, et aujourd'hui downsize et ferme plein de pays. Donc, est-ce qu'il y a véritablement une valeur sur le long terme? C'est une très bonne question. Et après, nous, c'est dire qu'est-ce qu'on peut offrir aux restaurants pour pouvoir améliorer cette expérience entre guillemets in restaurant, c'est-à-dire que jusque-là, on gère essentiellement la partie digitale. C'est-à-dire qu'on fait venir des gens d'un côté et on permet au restaurant de les gérer quand ils sont là, avant qu'ils soient là et après qu'ils soient là. Pendant qu'ils sont là, on n'interagit que au moment où la personne entre guillemets rentre. Et on gère pas du tout les rapports qu'ils vont avoir, par exemple, à la fin d'un repas. On fait les reviews, mais a posteriori. Le paiement, c'est une façon d'aller voir, tiens, est-ce qu'on a de la valeur à apporter entre le moment où la personne rentre dans le restaurant et le moment où elle est revenue chez elle à être sur son téléphone ou sur son ordinateur à mettre ou pas une review. Et donc c'est plus de l'expérimentation pour trouver clairement de la différenciation. Maintenant, est-ce que c'est spécialement une différenciation par rapport à ZenChef ou autre? Oui, c'est aussi une différenciation avec les éléments qui sont spécifiques à The Fork, ce que les autres n'ont pas nécessairement, qui est le fait qu'on a des millions d'utilisateurs en B2C et qu'on a des dizaines de milliers de restaurants. Donc on a aussi beaucoup de data, beaucoup d'expérience, et on se dit comment est-ce qu'on peut leverager ça pour créer plus de valeur, autant pour les diners que pour les restaurants. Toi, comment du coup s'est passé ton arrivée à The Fork? Comment t'as réussi à trouver un équilibre entre la volonté d'itérer rapidement pour améliorer le produit et l'organisation des équipes et l'envie d'éviter de risquer de casser ce qui marchait bien déjà avant? Alors je sais pas si je l'ai trouvé, parce que c'est difficile à trouver comme équilibre. T'as un héritage de 15 ans, t'as de la dette qui est normale dans cette taille d'entreprise un peu partout, t'as autant de la dette technique que de la dette de vision, de la dette design, de la dette opérationnelle dans la façon dont on travaille les uns avec les autres. Donc il y a beaucoup de travail de remettre les choses d'équerre. Parfois il y a aussi trop de poids du côté sales ou marketing. Historiquement c'était une boîte qui a beaucoup été tirée là-dessus, probablement parce qu'il y a 15 ans c'était très innovant et que la boîte a peut-être trop surfé sur cette vague-là, et aujourd'hui il faut réinventer une vague qui est centrée sur le produit, et tout le monde est d'accord dans l'organisation, dans le fait que c'est le produit qui va faire la différence et plus le marketing ou les sales, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de marketing et de sales et qu'ils apportent pas énormément de valeur, ils en ont porté énormément dans la boîte. Donc on cherche aujourd'hui la bonne façon de fonctionner, apprenant les bonnes choses qui ont été faites à droite à gauche, et en essayant de gommer les choses qui marchent pas ou qui marchent que localement, et qui parfois en marchant localement en fait vont créer des problèmes au niveau plus stratégique. Donc il y a des initiatives super mais dont les gens n'entendent pas parler, ou d'autres qui ont une expérience d'un framework sachant que ceux d'en face l'utilisent mal mais ils sont pas au courant, donc ils s'entraident pas. Donc dans ce genre de taille où tu as plus de 20 équipes produits, c'est comment tu crées du lien tout en leur permettant d'avoir de l'autonomie. Et en fait c'est toujours cette élasticité là où c'est difficile de trouver le bon rapport entre les deux. Donc on travaille dessus, tu vois, là j'ai mon premier Product Ops, Head of Product Ops, Patrick, que j'ai engagé, entre autres pour travailler là-dessus. C'est dire c'est quoi les principes, c'est quoi les comportements qu'on veut pas, et c'est quoi les règles du jeu, comment on implémente ça, et comment on entretient. Et ça existait pas vraiment. Donc déjà le fait de mettre des mots sur les choses, c'est une façon d'avancer dans le bon sens. Deuxième chose pour les notions d'itérer rapidement, aujourd'hui, on se permet de le faire, on le fait pas forcément de la bonne façon, ça dépend d'où, et puis surtout, faut réussir à embarquer tout le monde. On a cette notion de pseudo shape-up, qui est pas un vrai shape-up, on a pris des cycles de 6 semaines, mais on respecte pas nécessairement shape-up, à tort ou à raison, à tort pour certaines choses, à raison pour d'autres. Mais on se permet pas nécessairement d'aller faire toute la recherche qu'il faudrait qu'on fasse, par exemple, parce que les développeurs sont pas intéressés, et je parle intéressés, c'est pas parce qu'eux ils manquent d'intérêt, c'est qu'on ne les intéresse pas à faire la discovery sur un cycle, ou même sur un demi-cycle en disant c'est pas grave, on va faire de la solution discovery pendant 3 semaines, et si on va voir si on y en reste 3 semaines derrière, ce qu'on peut réussir à sortir pour voir s'il y a un impact, ou arrêter et passer à autre chose. Et ça c'est des choses que les équipes ne s'autorisaient pas. Donc tu vois que c'est juste de la libération des énergies et de la canalisation qu'il faut, et ça va probablement prendre quelques mois. Ça fait que 2 mois que je suis là. Tu parlais du coup d'initiatives locales qui du coup pouvaient poser des problèmes au niveau stratégie. Je crois qu'il y a plus de 20 équipes produits chez The Fork, il y a 12 pays. Comment est-ce que tu t'assures que chaque squad ne soit pas justement en silo et fasse des trucs qui vont au final faire de la friction chez l'utilisateur parce qu'il y a plus une vision globale, et comment est-ce que vous adaptez justement le produit pour les différences culturelles? Alors,
Les différences culturelles, tu vas les retrouver, alors en B2C, tu vas les retrouver plus sur une notion de territoire. Par exemple, tu prends l'Italie, tout le sud de l'Italie, c'est très lié aux vacances. Parce qu'il y a énormément de vacanciers qui vont dans le sud de l'Italie. Donc c'est plus dans tes buckets, dans tes segments, la répartition que tu vas avoir. C'est la même chose que chez Deezer. En fait, tu pourrais dire, Deezer c'était 186 pays, un peu plus je crois maintenant. Bon, il y a des pays, c'est des îles, hein, mais c'est quand même des pays, ça compte. Ça peut faire vanity métrique, hein, mais c'est comme ça. Et en fait, tu te rends compte que tu avais 5 grands profils d'écoute. Et ce qui allait changer entre les pays, essentiellement, c'était le rapport que tu avais. C'est-à-dire tu pouvais avoir 10% en Brésil et puis plutôt 20% d'un segment en France. Et donc si tu adresses tout le monde, en fait, tout le monde, les 5 segments, tu adresses à peu près la terre entière. Et après, tu as des particularités. Par exemple, si tu prends les pays du Nord, chez The Fork, les restaurants sont beaucoup plus technologiques que n'ils sont dans le Sud. Donc, à un moment, tu t'adaptes. Si tu as la capacité de faire des choses sur le Nord, tu as beaucoup plus de concurrence en termes de fonctionnalité. C'est beaucoup plus difficile de pénétrer. Si t'as pas les basiques qui eux considèrent comme des basiques, tu vas jamais y arriver. Donc ça, effectivement, on fait des vrais choix parfois de dire, est-ce que on privilégie nos marchés qui sont les plus importants, qui sont nos marchés historiques, ou est-ce qu'on va chercher des marchés nouveaux? Et ça, c'est pareil, c'est une élasticité qui est très très difficile à trouver. Si demain j'avais le choix, je te dirais qu'il vaut mieux se battre avec tes satisfiers ou tes delighters, parce que les gens vont quand même accepter qu'il y a certains basiques qui soient pas nécessairement là. Si tu arrives à faire la différence sur le reste, c'est plus acceptable. Tant que c'est pas des showstoppers. Aujourd'hui, ça, on n'y arrive pas totalement. Voilà. Après, le fait d'avoir 22 équipes et de pas les faire travailler en silo, on a la chance d'avoir les tribes qui fonctionnent bien avec un vrai accord, enfin une vraie fierté de faire partie de ces tribes-là. Ça, c'est pas tellement un problème. Le problème qu'on a de plus, c'est que comme on est une plateforme, nécessairement, on a des adhérences ou des dépendances. Et que parfois, en fait, on n'a pas eu assez de liens dans les équipes pour comprendre quel était l'impact sur l'expérience end-to-end. Et donc les gens, de façon très naïve et innocente, allaient bouger des éléments de l'expérience sans prendre en compte ce que ça pouvait impacter de façon générale. Donc ça, comment t'y arrives? T'y arrives en ayant un leadership un peu plus fort, dans le sens pas faire plus de contrôle, mais challenger davantage pour savoir si les gens se sont posés les bonnes questions. Tu mets en place des expérience groupes pour t'assurer qu'il y a des gens qui sont responsables, et là pour le coup c'est le design de la cohérence du journey de A à Z, et tu laisses la possibilité aux gens de pouvoir regarder cette journée pour savoir où ils se placent, et de faire des notions d'intention. Je voudrais bouger ça pour telle raison, ok, voilà les impacts que ça a, comment est-ce que tu vas les mitiger, quelles sont les équipes qui sont impactées, donc qui je dois aller voir de façon totalement autonome. S'ils n'ont pas ces moyens-là, c'est normal qu'ils travaillent en silo. Donc c'est la responsabilité du leadership de leur donner les moyens de ne pas travailler en silo. Donc pour moi, c'est essentiellement nous, les managers, qui devons faire ce changement. On passe maintenant à la deuxième partie qui concerne ta vision du produit. Ouais. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Je lui dirais d'avoir beaucoup de courage, parce que y a une chose qu'on n'apprend pas du tout à l'école, c'est le fait que notre but dans le produit, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir tort le plus vite possible pour pouvoir itérer. C'est quelque chose qui est très inconfortable, et on a vite fait, surtout quand on nous a dit qu'on était intelligent, qu'on a réussi des études et autres, de penser que le but c'est d'être le plus intelligent, et que c'est parce que c'est logique que j'ai raison. Et en fait, le produit t'apprend très vite que si tu comptes uniquement sur ta logique, et si tu penses que les gens vont faire ça parce que c'est logique, en fait tu vas te planter. Donc faut reconnaître qu'on s'est planté. Et au-delà de reconnaître, faut être prêt, faut chercher là où tu t'es planté, faut chercher l'erreur constamment. Et c'est pas être pessimiste, c'est juste lutter contre le biais d'optimisme qu'on a. Et ça, on te l'apprend pas à l'école. Donc si vous pouvez l'apprendre, vous prendre des portes, et être prêt à vous prendre des portes, et les manger bien fort pour vous en rappeler, et vous laisser dans le produit, c'est la meilleure façon de faire. Et en parlant justement de se planter le plus vite possible, est-ce qu'il y a une erreur que t'as faite qui a changé ta façon de faire du produit? Ouais, j'ai planté ma première boîte, c'était il y a longtemps maintenant, ça fait quasiment 20 ans, où j'ai pas compris la différence entre le fait que quelque chose soit utilisable et qu'il soit désirable. En fait, j'avais fait un produit pour les cabinets d'avocats,
Et les avocats, j'avais testé des choses avec eux et ça marchait, ils voyaient comment l'utiliser. J'ai pas bien compris ils voyaient pas l'intérêt de l'utiliser. Et en fait, c'est là où j'ai été vraiment picousé à la partie UX, à la partie product marketing aussi, en disant en fait, je peux faire une super feature, elle peut être super utilisable, super bien designée avec un code parfait. La réalité, effectivement, peut paraître évident, mais si tu marketes pas bien, c'est-à-dire que tu comprends pas bien à qui tu parles et quelle valeur tu crées, ça marchera pas. Même si les gens t'ont dit qu'il y avait de la valeur, la notion de willingness to pay et de changer d'habitude, c'est vraiment un truc que j'ai appris à la dure. Donc aujourd'hui, ça paraît évident, les gens vont te dire faut tomber amoureux du problème, pas de la solution. Quand je vois le nombre de features qui sortent et qui sont jamais utilisées, je pense que la plupart des products ne comprennent pas ce que les gens achètent. C'est-à-dire, c'est quoi les bénéfices. Et en fait, les gens s'en foutent des features. Ce qui t'intéresse, c'est les bénéfices. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Et parfois, c'est pas logique, c'est peut-être pas grand-chose comme temps, mais ça peut être un temps très douloureux pour eux, ou qu'ils considèrent comme étant totalement inutile, même si pour gagner 1 heure à côté, mais cette heure-là les dérange pas. Et ça, faut aller le comprendre, sinon tu fais des features pour rien. Et toi, du coup, comment est-ce que tu as vu évoluer le produit depuis ses débuts, et comment est-ce que tu vois le produit évoluer dans le futur? Écoute, je l'ai vu évoluer depuis un métier auquel personne ne comprenait rien. Est-ce que t'es PO purement tech, donc t'es informaticien, parce qu'à l'époque on disait plus informaticien que développeur, ou alors t'es marketing. Et c'est vrai qu'on a, pourquoi on dit product manager, c'est qu'on veut toujours pas qu'on fasse le mélange avec chef de produit marketing. Ce que veut dire que chef de product marketing, c'est ça là, c'est juste un métier différent. Et donc personne n'y comprenait rien, il n'y avait pas de référence, il n'y avait pas de formation. Donc en gros, tu tombais dans le produit par hasard. Et j'ai Shérif qui est bon, je vais pas te citer parce que je l'ai pas prévenu, mais qui à l'époque était 360 Learning et qui vient de changer de poste. Et je me rappelais de lui il y a des années pendant un meet-up. Il était étudiant, il voulait devenir product, il m'a demandé comment faire et je lui ai dit je sais pas. Mais vraiment, je sais pas. Je ne sais pas quoi te dire pour commencer dans ce métier, à part du bol, à part du networking. À l'époque, on prenait pas des PM stagiaires, on prenait pas des gens en reconversion. Donc moi j'ai vu vraiment ce produit évoluer comme étant de plus en plus sexy, des boîtes voyant que finalement c'était plus une question de mindset que de formation, et aujourd'hui j'espère que ça va continuer, qu'on aura plus en plus de gens qui vont se retrouver en reconversion, et pas uniquement parce qu'ils ont fait à l'école. Même si tu as encore des annonces d'emploi où tu vois Bac+5, top école, je sais pas quoi, j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus rare. Ça c'est la première évolution. La deuxième évolution que je vois, j'espère qu'elle va arriver, c'est la différenciation entre avoir des carrières de manager et des carrières de contributeurs individuels. On a encore ce problème, pas qu'en France, mais surtout en France, de tu ne peux évoluer et faire de la stratégie que si t'es manager. Or, un contributeur individuel qui est toujours product manager ou product designer ou product marketer, mais qui connaît très bien son domaine et qui challenge les autres et même son boss sur les décisions parce que t'es devenu expert ou experte en décision produit, c'est quelqu'un qui de fait va participer à la conception de la stratégie. Donc c'est une fausse idée. Manager, c'est un métier à part entière. Manager, c'est un métier où tu fais presque plus de produits. Et ça, faut l'accepter. C'est parfois très frustrant, mais faut l'accepter. Donc j'espère qu'il y aura cette évolution-là aussi, et qu'il n'y aura pas juste, en gros, si t'es pas CPO à 40 ans, c'est que t'as raté ta vie. Et toi, du coup, est-ce que tu arrives à garder une part d'opérationnel et de contact avec les utilisateurs, et une deuxième question, c'est quels sont tes plus gros challenges à titre personnel? Alors avec l'utilisateur, pas assez. Je suis pris comme beaucoup de managers, par beaucoup trop de réunions. J'ai la chance de réussir à passer du temps avec les équipes. Et ça, je parle les équipes, je parle autant aux devs que aux UX, que aux QA, que aux PM, que tout ça. De pouvoir passer du temps privilégié avec eux et elles. Et ça me fait beaucoup de bien parce que je me sens beaucoup plus utile parfois, juste de challenger, d'apporter de l'eau au moulin. Utilisateur, j'ai essayé, ça a été compliqué, j'ai fait un peu de shadowing, je vais en refaire en décembre, je vais aller voir des restaurateurs en janvier, février, mais ça a été tellement intense que malheureusement j'ai pas réussi à prioriser ça. Pour autant c'est non négociable pour moi, je veux pas faire un produit que je ne comprends pas. Et tes challenges, du coup, c'est justement de réussir à trouver du temps pour ça, j'imagine. Trouver du temps, rendre des gens autonomes, leur donner les bons éléments pour qu'ils puissent se développer au mieux. C'est toujours bien problématique que tout CPO, hein. C'est comment pousser une vision qui leur permette d'avoir un guide sans être enfermant, que ce soit un terrain de jeu, mais pour autant pas une prison.
Ça c'est pas évident. Le deuxième chose, c'est avoir de l'impact, et je pense que les équipes, elles ont besoin de voir des différences. Et le 3, c'est comment tu gères le short term versus le long term. On est beaucoup dans du long term en produit, parfois trop, et c'est comment parfois t'acceptes qu'il y a des quick wins uniquement pour pouvoir prouver la valeur de ce que tu fais, ce qui va te permettre d'acheter du temps pour le reste. Et tu peux pas juste dire par exemple à des équipes sales ou à des clients qu'il va falloir attendre 6 mois avant que quelque chose arrive, quand eux ils peuvent pas opérationnellement faire les choses, ou quand ils se font insulter au téléphone. À un moment tu dois avoir une réponse, même si la réponse est non. Mais tu peux pas juste dire ça sera réglé dans 9 mois parce qu'on a décidé que c'était dans 9 mois. Il faut réussir à jouer des deux temps, du temps du business et puis du temps de la stratégie. Et c'est un vrai défi à apporter dans les équipes, et même pour moi au niveau personnel. Et qu'est-ce qui, pour toi, justement, fait une bonne équipe produit et un bon CPO par extension? Pour moi, une bonne équipe produit, et je vais répondre aux deux d'un coup, c'est une équipe produit qui est autonome et responsable. Et j'insiste sur les deux. Autonome et responsable, on a tendance à parler trop d'autonomie et pas assez de responsabilité. C'est une équipe qui va s'intéresser au succès stratégique général et pas uniquement à ses features. C'est une équipe qui va accepter d'identifier rapidement s'il y a des adhérences et d'aller parler naturellement à l'autre équipe pour savoir si elle peut mettre les mains dedans ou comment on peut s'aider. C'est une équipe qui va accepter de se sacrifier si nécessaire pour pouvoir améliorer les objectifs d'une autre tribe, parce qu'il y a une forme d'adhérence et que c'est pas grave. C'est là où on a le plus d'intérêt à faire bouger les choses. Pour moi, une vraie équipe produit, c'est une équipe qui pense comme ça. Et donc c'est une équipe avec des product managers, product designers et des product engineers. Et ça, c'est un truc que j'aimais beaucoup chez Payfit, c'est le fait de les avoir appelés volontairement product engineers pour dire, mais en fait, vous n'êtes pas en train de faire du software ou faire de l'iOS. On a tous la responsabilité de ce produit. Et en fait, on doit tous ensemble, avec les compétences qu'on a et le temps qu'on a, faire que ça soit un succès. Donc vous n'êtes pas là pour attendre des specs d'un côté, ou de l'autre côté pour attendre du code. On est tous ensemble, mais s'il faut aider sur la user research, ou de l'autre côté, s'il faut aider pour de la QA, on aide, parce que c'est notre responsabilité commune. D'où la notion d'autonomie responsable. Tu es responsable de ta mission, et ta mission, parfois, c'est simplement d'alimenter la mission stratégique de l'entreprise, et pas uniquement celle de ton périmètre. Et le CPO, c'est CPO qui t'apporte 3 choses, la clarté et les compétences. La clarté, c'est quoi ma responsabilité, c'est quoi l'histoire commune qu'on crée ensemble et qu'on cherche à écrire, et qu'est-ce que j'ai le droit de faire et pas faire. Les compétences, c'est le temps, le focus, les moyens, parfois simplement les enablers, pour pouvoir bien faire mon job. Si j'ai la clarté et les compétences, alors en tant qu'équipe, je peux avoir le contrôle et être autonome et responsable. Si j'ai pas la clarté et j'ai les compétences, je sais pas forcément où aller et je vais pas forcément faire les bons choix. Et si j'ai la clarté mais pas les compétences, j'ai pas ce qu'il faut pour rendre les choses possibles. Et donc ça, cette clarté et les compétences est vraiment la responsabilité du CPO ou de la CPO en numéro 1 pour que les équipes puissent faire leur job. Je sais que tu avais travaillé pas mal sur un framework de motivation. Est-ce que du coup, tu apportes aussi, tu l'utilises au quotidien pour justement aussi apporter de la motivation aux équipes ou pas? Alors j'essaye, je l'utilise beaucoup plus pour les clients, les utilisateurs de façon générale. Je parle de clients parce qu'on a autant des clients diner que des clients restaurants. C'est de chercher à comprendre quels leviers de motivation font que les gens, par exemple, vont laisser une review ou ne pas en laisser. Il y a des gens qui vont venir uniquement parce que ils ont envie, par exemple, d'avoir une réduction. C'est pas grand chose, mais il y en a de moins en moins, mais ça fait partie du job. Il y en a d'autres qui vont laisser des reviews de façon systématique et mettre des photos pour pouvoir participer à l'amélioration de la plateforme. Et c'est pas du tout les mêmes leviers de motivation. Donc ça, tu peux travailler dessus en essayant d'identifier qu'est-ce que tu peux mettre autant comme message que comme reconnaissance de cet investissement-là. Je te donne un exemple tout bête. Donner par exemple des points de fidélité à des gens qui laissent des reviews est pas nécessairement une bonne idée. Parce que s'ils le font d'eux-mêmes, c'est que leur motivation, c'est ce qu'on appelle l'epic pinning, participer à quelque chose de plus grand que toi. Si tu commences à mettre des points, tu mets une valeur dessus. Et cette valeur-là, ça devient une valeur monétaire. Et une valeur monétaire, en fait, ça peut te casser la motivation intrinsèque, c'est-à-dire le fait que tu es naturellement motivé par un levier de motivation, et ne plus être motivé que par les points de fidélité. Et ça devient hyper dangereux. Et si tu commences à mettre de l'argent au bout, si soudainement, par exemple, ton point de fidélité il vaut moins d'argent, les gens vont moins mettre de review, alors que si t'avais absolument rien fait, ils auraient continué à en mettre. Donc tu vois, c'est là où tu peux dire, est-ce que je suis pas en train de créer un anti-driver de motivation? Bon, c'est compliqué, je pourrais passer 1 heure à parler de ce framework. C'est intéressant parce que il y avait une crèche, je crois, qui, pour éviter que les parents arrivent en retard, avait fait payer une taxe
aux parents qui arrivaient en retard, et ça avait augmenté le nombre de retards parce que les gens s'étaient dit bon bah du coup je peux juste payer et ça résout le problème. Donc en fait il y a toute cette question de comment est-ce que tu es sûr que le comportement de l'utilisateur va pas être modifié par ce que tu mets en place. C'est là où tu tapes dans les notions, on parle de normes de marché ou de normes sociales. Dès que tu pars sur une norme de marché, tu mets de l'argent, et c'est pour ça que les variables dans l'essentiel ne marchent pas nécessairement. Un product manager, un product designer par exemple, ou un product marketer, leur motivation c'est d'avoir un impact. Si tu commences à leur dire, en fait, t'as un pourcentage qui est lié à un impact, si tu fais bien ton job, tu seras mieux payé, mais que c'est derrière, t'as des OKR, par exemple, et que tu te rends compte pendant l'année que ton OKR, il est plus pertinent, est-ce que tu vas avoir le courage d'aller faire sur un autre OKR qui va rien te rapporter comme argent? En fait, tu crées un conflit chez les gens de se dire, est-ce que je suis loyal vis-à-vis du succès? Est-ce que je suis loyal vis-à-vis de l'argent? Et en fait, on a vite tendance à justifier le fait de faire les choses pour l'argent. Parce que l'argent, ça représente autre chose que simplement la qualité du boulot. C'est comme ça que tu peux péter la motivation des gens. On passe maintenant au sujet du jour. Tu as choisi de nous parler du framework RISE. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un framework qui est très mal utilisé. Et pour la petite histoire, je ne révélerai pas qui me l'a dit, mais chez Intercom, parce que c'est à la base ça vient d'Intercom, c'est les premiers à avoir fait un article, ils ont jamais utilisé le RISE parce que le RISE c'est trop orienté solution. Et en fait, chaque année, ils se posent la question sur le blog de se dire, on sait que c'est pas exact. De l'autre côté, c'est l'article qui nous fait un reach énorme. Donc, est-ce qu'on choisit de faire un reach avec quelque chose qui est faux, ou est-ce qu'on le supprime et on perd en reach? Et a priori, le marketing a gagné puisque il est toujours en ligne. Le RISE, il a un vrai problème, c'est que en fait, on cadre pas le problème, donc en l'appliquant uniquement à la solution, en fait, tu peux te retrouver avec des choses qui sont extrêmement variables. N'importe qui peut dire savoir un reach absolument énorme, hein. C'est ce que tous les jours des équipes pas produits, ou même des équipes produits, vont pousser pour aller favoriser une évolution qui leur semble intéressante. Et c'est des débats qu'on a éternellement avec les sales, hein, par exemple, en B2B. De l'autre côté, comment on considère l'impact, et puis à la fin, tu fais une équation, et tu compares des résultats d'une équation. Oui, sauf qu'une équation, c'est pas une stratégie, c'est-à-dire que la base du produit, c'est de faire du focus. Donc, si je tape dans tous les impacts possibles et imaginables sur tous les segments possibles et imaginables, en fait, je fais du surplace. Hein. Ça rime strictement à rien. Donc, le vrai problème du RISE, il est là. En fait, tu lui manques des choses. Hein. Il faut d'abord l'appliquer au problème que tu cherches à tacler, ou à l'opportunité, si tu veux appeler ça une opportunité. Donc, faut faire un price, en fait, d'abord. Faut d'abord regarder le reach, l'impact et la confiance que tu as dans le fait que ce problème touche vraiment ces gens-là et qu'il les impacte vraiment de cette façon-là. La deuxième chose, c'est que dans la notion d'impact, il faut clairement parler pas uniquement de métriques, mais de variables qui vont expliquer ces métriques, et aussi de comportements. Qu'est-ce que les gens ne peuvent pas faire aujourd'hui? Quels sont les comportements qu'on n'encourage pas, ou qu'au contraire les mauvais comportements qu'on encourage avec le produit actuel, et pourquoi effectivement les gens pourraient vouloir changer ça? Qu'est-ce que ça leur apporterait? Et donc de dire, t'as un coût, en fait, un impact pour l'utilisateur, et puis t'as un impact pour la boîte, en disant, si on résolvait ce problème-là, qu'est-ce qu'au maximum ça pourrait nous apporter? Et donc ça te permet de délimiter l'aire du problème. Et une fois que tu as cette aire du problème, soit tu as une confiance qui est trop basse et tu vas faire des expérimentations sur le problème lui-même, soit ta confiance, tu considères qu'elle est suffisante et tu peux expérimenter sur la solution. Sachant que la solution, là tu peux appliquer le RISE, mais tu sais déjà que ton RISE de ta solution, il est nécessairement plus petit que le price de ton problème. Donc déjà tu as délimité l'aire et t'évites les fantasmes ridicules. Ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est les notions de confiance. C'est d'accepter ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Tu peux pas avoir 100% de garantie. Donc par exemple, passer 3 mois sur le problème, ça sert à rien. Parfois, en fait, il faut travailler sur la solution pour découvrir s'il y a vraiment un problème. Donc il faut accepter d'avoir un niveau de confiance minimum, mais pas chercher nécessairement à avoir un niveau de confiance à 100% tout de suite. Et derrière, tes chiffres, ils vont changer. Donc par exemple, faire un RISE en début d'année, et pas le faire bouger avec les informations nouvelles que tu as acquises, c'est une erreur. C'est comme si tu disais, le 1er janvier, j'ai mis de l'argent sur la crypto, je vois le truc se casser la gueule, mais comme il y a en janvier, j'ai dit que je mettais l'argent, j'y touche plus, je fais rien. C'est ridicule. Tu vas forcément prendre une nouvelle décision d'investissement, soit c'est de remettre de l'argent, soit c'est d'en retirer. Et c'est pareil dans le produit. Donc faut clairement dire ce que tu sais pas, et faire des tests pour remonter ce que tu sais pas, et accepter cette part d'incertitude. La troisième chose qui est hyper importante,
c'est filtrer. C'est-à-dire qu'à un moment, tu prends pas tous les problèmes parce qu'il y a des problèmes ou toutes les solutions parce qu'il y a des solutions. Tu dois, à minima, regarder tes opportunités et de dire, qu'est-ce que je veux réellement optimiser cette année? Si je suis une équipe, est-ce que j'ai une métrique particulière que je veux optimiser? Est-ce que j'ai un segment particulier qui me semble moins servi? Et je vais devoir faire un pré-filtre sur les opportunités qui répondent à ça. Sinon, tu te retrouves avec une liste à l'après-vert où effectivement chacun va la jouer en faisant la surenchère et on va faire du surplace. Donc c'est vraiment les 3 choses importantes. C'est d'abord commencer par le problème et clairement mettre les éléments. Deuxième chose, c'est être précis dans ce qu'on met dedans et on s'en fout de l'équation. C'est bien définir ton reach, bien définir ton impact de façon quanti-quali et sur la confiance, accepter ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, en sachant qu'on n'aura jamais 100% de garantie, accepter que ça va bouger. Et le troisième, c'est préfiltrer par rapport à une forme de stratégie. C'est à toi de la définir, cette stratégie, mais le price, comme ça que je l'appelle moi de mon côté, et ça fait partie de la formation en lead chez Tiga, c'est là que je l'ai développé, te permet d'aller choisir uniquement les opportunités qui vont concourir à un objectif stratégique et pas juste la liste à l'après-vert que tout le monde veut. Et pour toi, du coup, le RICE ou le price, c'est le meilleur système de priorisation, ou est-ce qu'il n'y a pas des fois un risque de, quand on n'est pas sûr du reach et quand on n'est pas sûr de la confiance qu'on a, de au final faire une matrice impact-effort déguisée, mais avec des biais qu'on introduit en mettant un peu des chiffres au hasard, quoi. Si, après, de toute façon, t'as toujours une part d'incertitude, t'as toujours une part de je ne sais pas. La question, c'est à partir du moment où j'ai une confiance très basse, tout ce que je peux faire, c'est privilégier une recherche par rapport à une autre. Donc à un moment, tu dois te dire, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Encore une fois, tu écris ce que tu ne sais pas, c'est-à-dire que le danger, c'est de ne pas écrire ce que tu ne sais pas, c'est d'assumer que les choses sont vraies et que tu as une confiance haute parce que les gens ont dit que c'était intéressant, ce qui n'a rien à voir. Ça peut être intéressant, tu vas la trouver dans l'impact, la confiance, est-ce que tu as des faits? Donc bien sûr, tu peux vite partir là-dedans. Le deuxième risque des price, c'est de trouver à faire que de l'optimisation locale. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois balancer dans ton portfolio d'investissement des choses qui vont changer de game ou des choses qui sont très locales. Et en fait, si tu regardes que ce qui a de la confiance très haute, qui sont des petites choses, c'est-à-dire que tu es là que pour la notion de l'équation, alors oui, tu peux avoir des choses qui sont très solides, mais tu vas te retrouver à optimiser du filtre dans la search sans forcément te poser la question de est-ce que les gens veulent chercher ou est-ce qu'ils veulent trouver? Et s'ils veulent trouver, il y a peut-être d'autres moyens de trouver. Donc tu peux vite te retrouver dans du local. C'est là où le rôle des managers, c'est de faire prendre du recul en disant attention, là tu es en train d'optimiser le local, est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'optimiser le stratégique? Et auquel cas, le price te permet aussi de mettre dans ta partie impact quelle est ta contribution aux métriques stratégiques de ta tribe ou du produit de façon générale. Donc il y a des façons de bien le faire, il faut juste être très rigoureux dans la façon de le faire. Ok, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce calendrier de la vente du produit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter comme mot de la fin ou pas? Ouais, c'est tout bête, ça n'a rien à voir avec le produit, mais parfois le meilleur cadeau qu'on peut faire à des gens, c'est donner de soi. Parfois donner de soi c'est du temps, parfois c'est donner un peu plus de soi. C'est que n'hésitez pas à vous donner votre sang, même en fin d'année, parce que il y a plein de gens pour qui ça sera le meilleur cadeau au monde. Donc donner à l'association c'est déjà super, si vous pouvez donner votre sang c'est encore mieux. Trop bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, cet épisode du calendrier de la vente du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain.